Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode du podcast Time to Secure du groupe Infolégal. Ce podcast a pour objectif de vous donner des clés contextuelles ainsi que des bonnes pratiques pour sécuriser vos risques B2B. Dans ce 3e épisode hors série, dédié à notre événement Les Rencontres Infolégal, abordons le sujet de la conformité Sapin 2 avec Thaïs L'Huissier, Alliance Développeur, qui jouera le rôle d'animatrice, aux côtés de Bertrand Fauvet, ingénieur commercial et expert Sapin 2 chez Infolégal, et Frédéric Cordel, consultant et fondateur de FC Consulting, qui reviennent sur les écueils à éviter dans votre programme Sapin 2. Je vous présente sans plus attendre nos deux intervenants donc de la table ronde. Donc on a Frédéric Cordel, qui représente la société FC Consulting qu'il a créée. Donc Frédéric accompagne aujourd'hui les entreprises, des ETI principalement, dans la mise en conformité de leur programme Sapin 2. Depuis 2017, on calculait 50 entreprises accompagnées sur ces sujets. Il intervient également sur d'autres points, la RGPD, le système antitrust et de manière générale, au global, sur tous les sujets de mise en conformité en entreprise. Vous allez apprécier Frédéric, pour ceux qui ne l'avaient pas déjà vu sur d'autres de nos événements. C'est un discours qui est très direct, sans langue de bois, sur ces sujets de conformité et surtout très pertinent. On a également Bertrand Fauvet. Bertrand Fauvet, qui est ingénieur commercial au sein d'Infolégal depuis 10 ans à peu près. C'est notre expert du sujet en interne. Bertrand accompagne tous ses clients au quotidien sur l'évaluation des tiers en France comme à l'international. Bonjour Bertrand. On va attaquer notre table ronde avec la première thématique qui est la cartographie des risques. Frédéric, je me tourne donc vers toi. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les contre-exemples aujourd'hui à ne pas faire ou les cartographies mal conçues, du moins, que tu as pu observer en entreprise? Ça marche, merci. Bonjour à tous. Alors, avant qu'on attaque sur ce qu'il ne faut pas faire, juste pour recadrer le sujet et être sûr qu'on est tous en ligne, je vais vous parler des programmes de conformité Sapin 2. Sapin 2, loi applicable depuis 2017 à toutes les sociétés qui font plus de 500 collaborateurs, qui font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui visent à mieux prévenir et détecter la corruption. Alors, il y a 8 obligations. Nous, on va en couvrir 4. On a fait une petite sélection et un petit florilège aussi des choses à ne pas faire, sachant que la liste dans la vraie vie est beaucoup plus longue. Je vais commencer avec le sujet de la cartographie des risques de corruption. Dans les 8 obligations de la loi Sapin 2, c'est la première. C'est souvent, je dirais, la plus importante parce que c'est cette obligation qui va vous permettre de déterminer si votre programme de conformité il est plus ou moins adapté à vos enjeux. Alors, sur les 50 et un peu plus de cartographie des risques de corruption, un des écueils ou une des erreurs à ne pas commettre, que je vois malheureusement encore assez fréquemment, c'est multiplier, entre guillemets, à l'infini les scénarios de corruption. C'est une attente du régulateur à la base, l'Agence française anticorruption, de présenter quels sont les scénarios les plus probables, je vais y revenir, de corruption dans une entreprise. Moi, quand je revois des cartos qui ont déjà été élaborés chez mes clients, souvent, il n'est pas rare que j'ai entre 50 et 100 scénarios de corruption. Ce qui est beaucoup trop. Alors pourquoi c'est beaucoup trop? Alors quelles sont les raisons pour lesquelles les entreprises, et je parle bien des entreprises, vont rentrer dans des pactes de corruption? Vous n'en avez pas 50. Dans 95% des cas, l'entreprise va corrompre pour 5 ou 6 raisons. C'est parce qu'elle veut gagner un contrat ou conserver un contrat client clé. C'est parce qu'elle veut bénéficier d'une autorisation administrative critique à l'exercice de son activité. C'est parce qu'elle veut passer des contrôles privés, par exemple, pareil, critiques à l'exercice de son activité. Je dois donner ici quelques exemples. Il y en a 5 ou 6 qui doivent représenter des motifs, à peu près 95% des motifs pour lesquels les entreprises vont corrompre. Donc, pas besoin à ce niveau-là d'élaborer des dizaines, voire malheureusement parfois une centaine de scénarios. Autre élément important, je vous ai parlé du pourquoi les entreprises vont corrompre. Et encore une fois, les motifs sont assez peu nombreux. Comment elles vont corrompre quand elles utilisent des moyens monétaires? C'est pareil, je parle du monétaire uniquement. Il n'y a pas 50 moyens monétaires utilisés par les entreprises. Ça va beaucoup être l'utilisation d'agents intermédiaires commerciaux véreux, ça va être des actions de donation, ça va être du sponsoring, ça va être de la surfacturation. Vous avez comme ça une petite dizaine de moyens assez clés, des cadeaux et invitations, bien entendu, on en parle assez régulièrement. Cette petite dizaine de moyens de monétaires qui vont regrouper à peu près 95% des moyens utilisés par les entreprises pour corrompre. Donc, conclusion, sans scénario de corruption, ça a peu d'intérêt. Au-delà du nombre, la problématique du nombre, il y a une deuxième problématique qui peut se poser sur la cartographie des risques de corruption et que je voulais partager avec vous, et c'est la question de la probabilité. Alors pourquoi? Parce que, encore une fois, le régulateur, entre guillemets, qui est l'Agence française anticorruption, dit vous devez documenter des scénarios de corruption et vous devez en estimer la probabilité et l'impact.
Alors l'impact, on met ça tout de suite de côté. Moi, je trouve que ça n'a absolument aucun intérêt. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui est reconnue coupable de corruption en France au titre de la loi Sapin 2, si par exemple elle signe une convention judiciaire d'intérêt public, le montant maximum théorique de l'amende, c'est 30% du chiffre d'affaires mondial. Bon, on va dire que c'est majeur. Donc la nécessité de qualifier un impact par scénario de corruption, pas grand intérêt. Moi, je retiens en général que voilà, si jamais ça se produit, théoriquement, si on regarde encore une fois le droit, l'impact va être majeur. Deuxième élément, donc plus intéressant, celui de la probabilité d'occurrence. Toujours pareil, même attente, l'Agence française anticorruption va vous dire, vous me listez les scénarios possibles et vous allez me les quantifier avec une probabilité. J'allais dire, bon courage. Parce que la notion de probabilité, si on se réfère au terme, c'est important, il y a une notion de quantification. Pour quantifier, il faut avoir des statistiques. Bon, normalement, la corruption, ce n'est pas le quotidien des entreprises. Donc, établir des bases statistiques. Moi, j'ai peut-être un client qui va me dire « Oui, ces 20 dernières années, j'ai eu 2 cas suspectés ou avérés de corruption. Est-ce qu'il va être capable d'en tirer une probabilité d'occurrence ?» La réponse est non. Ce n'est pas possible. Donc concrètement, comment on va faire? Alors, j'avais aussi vous attirez votre attention sur un deuxième facteur qui est celui-ci. Donc c'est compliqué de quantifier parce qu'on n'a pas de base statistique et je dirais presque heureusement. Vous avez un deuxième problème, souvent, c'est qu'on va interroger les salariés, donc on va leur présenter des scénarios de corruption et on va leur dire, voilà, une fois que ce scénario, par exemple, qui est le risque de corruption d'un client ou d'un prospect, est-ce que vous l'estimez très probable, très peu probable, moyennement probable, etc. Et c'est souvent de cette manière-là qu'on va interroger les collaborateurs. Petit problème, c'est ce qu'on appelle les probabilités subjectives. Ce qui est très probable pour quelqu'un ne va pas du tout avoir la même définition de ce qui est très probable pour quelqu'un d'autre. Là, si je vous interrogeais, par exemple, pour vous dire si vous avez à quantifier ce qui est très probable pour vous, j'ai des gens qui vont répondre moi, c'est à partir de 70%, c'est très probable, et j'ai des gens qui vont me répondre 99%. J'ai fait le test pas mal depuis une dizaine d'années, voire plus, notamment auprès d'étudiants. J'ai des écarts qui sont très importants. C'est ce que vous voyez sur les courbes qui sont à droite. C'est la distribution de ce que des gens peuvent estimer comme étant, par exemple, très probable. Vous voyez, Ali-Lacli, il y a des gens pour qui Ali-Lacli, c'est 99% et d'autres pour qui c'est 70% de probabilité d'occurrence. Donc, si vous interrogez vos salariés de cette manière-là, vous allez additionner des choux et des carottes et en fait, la probabilité, entre guillemets, que vous allez tirer, elle va servir à rien. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on peut faire concrètement? Je vous ai pris l'exemple du scénario de corruption qui consiste à dire, voilà, l'entreprise va corrompre parce qu'elle veut signer un contrat avec un client ou un prospect. Alors, on va partir du principe, par exemple, que c'est très important pour elle. Donc, comment je vais évaluer cette... moi, je n'utilise pas cette thématique, encore une fois, de la probabilité, mais je parle de crédibilité relative. C'est un terme que je préfère. Et comment je vais évaluer cette crédibilité relative que ce scénario-là se produise? Je vais pas mal me baser sur ce que j'appelle l'analyse des facteurs aggravants et des facteurs atténuants. Et je vais regarder par exemple la géographie du chiffre d'affaires de la boîte. Si elle a un chiffre d'affaires qui est très concentré en Europe, j'aurai des risques qui seront plus faibles que si au contraire elle est très présente en Asie par exemple. Je vais regarder le degré de concentration du chiffre d'affaires de la boîte. Si elle n'a aucun client qui fait plus de 5% de son chiffre d'affaires, a priori, j'ai un risque de corruption qui est peu intéressant pour elle sur ce scénario-là. À l'inverse, j'ai certains de mes clients qui font 80% de leur chiffre d'affaires avec 10 clients, voire j'ai un cas où il fait 80% du chiffre d'affaires avec 3 clients. Risque de corruption sur ce type de scénario-là va être très élevé. Voilà, c'est plutôt de cette manière-là, moi, que je vais déterminer si oui ou non, ce scénario de corruption, donc d'un client ou d'un prospect, il est plus ou moins crédible. Encore une fois, je ne vais pas utiliser la notion de probabilité, parce que comme je vous l'ai dit, elle n'a pas vraiment de sens. Par contre, je vais essayer de contextualiser, de me rapprocher de l'environnement économique, de comprendre le modèle économique de la société et de reprendre ces facteurs et dire in fine, voilà, est-ce qu'on est dans un environnement qui est plus ou moins à risque sur ce scénario-là? Donc si par exemple, vous avez une boîte qui a 50 agents commerciaux, que beaucoup d'entre eux sont dans des pays très compliqués en termes de corruption et qui portent plus de 20% du chiffre d'affaires de la boîte et que vous avez un degré de concentration du chiffre d'affaires qui est très élevé, on va plutôt dire que ce scénario-là est crédible. Merci. Bertrand, peut-être est-ce que tu veux nous dire ce qu'attend le marché en termes de critères pour objectiver les risques et qu'est-ce qui est le plus pertinent de prendre en tout cas pour faire cette cartographie des risques? Alors, l'idée, bien évidemment, c'est de mettre en évidence tous les sujets et tous les risques qu'il peut y avoir dans la cartographie des risques. Les attentes du marché sont portées sur l'aide et le conseil. Donc, c'est ce qui est attendu par le marché. Et pour répondre à cela, on commence en règle générale, et c'est apprécié, on commence par proposer des cas d'usage, des exemples d'utilisation, des mises en situation.
L'idée là-dedans, c'est de permettre justement sur des pistes de réflexion. Alors la cartographie des risques, c'est pas si simple à réaliser. Alors, Frédéric, bien entendu, peut vous aider. Il n'empêche que c'est souvent, et quand on se lance dedans, c'est souvent assez obscur. Et on a besoin justement de se lancer, de mettre un pied devant l'autre et de commencer par ça. Donc d'avoir cette première notion en disant, on a déjà vu des cas comme ceci, qu'est-ce que vous en pensez? Le but, c'est simplement de permettre de réfléchir. Ensuite, il va y avoir des outils d'analyse qui vont permettre justement de quantifier de façon rationnelle les risques et la cartographie des risques. Il est intéressant de mettre plusieurs indicateurs pour l'évaluation des tiers. Donc, pour l'évaluation des tiers, on va utiliser et est beaucoup utilisé, alors Frédéric en parlait à l'instant, le taux de dépendance économique. Le taux de dépendance économique, c'est extrêmement important puisque vous n'avez pas le même impact si vous représentez 5% du chiffre d'affaires ou 70% du chiffre d'affaires chez votre fournisseur. Là-dessus, l'impact direct, c'est qu'il peut y avoir des abus d'influence. Et le régulateur n'aime pas trop ce genre de choses. Donc, c'est un premier point qui est très régulièrement utilisé. On va avoir aussi des enjeux stratégiques et sur les montants de chiffre d'affaires. De la même façon, vous avez plus de pouvoir si vous représentez 80%, comme sur le taux de dépendance, que autrement. Et sur les enjeux stratégiques, vous avez plutôt tendance à essayer de corrompre une société pour laquelle ce serait le seul à pouvoir répondre à vos attentes que si le marché en était rempli. Donc vraiment, il y a des points de vigilance là-dessus. La fréquence des transactions, c'est un point important qui est régulièrement utilisé. Plus il y a de fréquences, plus on peut passer sous les radars. Puisque si vous faites 200 transactions par an, potentiellement, une peut passer à travers, plutôt que si vous en faites que 2. Le secteur d'activité, Frédéric en a parlé. Le secteur d'activité, c'est extrêmement important. On a 3 grandes catégories, fortement risquées, moyennement risquées ou faiblement risquées. On se base sur les listes internationales pour référencer ces informations. Sur le secteur d'activité, c'est extrêmement important et aussi sur les pays de domiciliation. Une société, si elle est en effet domiciliée en Asie, en Amérique latine ou au Moyen-Orient, ça n'a pas le même impact sur votre cartographie des risques que si la société est domiciliée en France, par exemple, qui, la France aujourd'hui, est considérée comme faiblement risquée. On a cité l'Espagne tout à l'heure, qui est moyennement risquée. Enfin, et là je rebondis sur, pas Frédéric Cordel, mais du coup Frédéric Julien, qui a parlé de l'importance, et il y a une très très forte demande sur les liens capitalistiques. On en a parlé tout à l'heure, le marché est très demandeur, puisque vous le savez, la finalité de la loi Sapin 2, c'est d'avoir un bénéficiaire effectif sur une tête de groupe. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement important d'apporter de la valeur ajoutée au travers d'une information fraîche et surtout juste pour que le screening ne soit pas en vain, et qui concerne la bonne structure. En fonction du marché, en fonction des de votre cartographie des risques, vous allez la mettre en parallèle avec les données et du coup réaliser différentes pondérations sur vos résultats. Un petit complément peut-être, Bertrand, sur le taux de dépendance économique chez InfoLégal. Comment est-ce que vous le calculez? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez également peut-être aller plus loin, l'estimer ou faire d'autres choses? Aujourd'hui, en effet, on fait beaucoup de recherches pour renseigner sur les taux de dépendance économique et pour aller récupérer de l'information. On en a parlé tout à l'heure, il y a une société sur 2 qui publie ses comptes, potentiellement qui les publie en confidentiel. Donc, on ne va pas donner des chiffres exacts, on va donner des estimations. Ces estimations sont suffisamment précises pour vous permettre de les inscrire dans la cartographie des risques et de faire de bonnes évaluations. Aujourd'hui, par rapport à la connaissance, par rapport à l'historique, par rapport à l'intégralité des informations qu'on a du secteur d'activité, je ne vais pas tout reprendre, mais par rapport au capital social, par rapport à la forme juridique, par rapport à l'implantation au secteur d'activité, c'est une multitude d'informations qu'on va recouper pour faire des estimations de chiffre d'affaires depuis son année d'existence, etc. Donc, c'est avec ces données-là, quand elles ne sont pas disponibles, qu'on est en capacité de faire des estimations relativement précises, qui ont été testées, retestées et validées pour donner les informations. Merci. J'espère que je réponds à Oui, votre donc demande. 3 piliers, si je comprends bien. Donc le chiffre d'affaires publié, connu, le chiffre d'affaires confidentiel sur lequel on va nous avoir accès, par exemple, de sociétés de renseignement comme InfoLégal, pour ensuite délivrer des indicateurs de dépendance, par exemple estimés, et puis également l'estimation du chiffre d'affaires qui permet aussi de résoudre. Super. Et je vous propose de passer à la deuxième thématique, la thématique de la due diligence. Information. De la formation, effectivement, j'étais perdue.
Pas de souci. C'était trop actif dans les présentations. Donc la formation, comment quels sont les écueils à éviter? De nouveau, on retourne sur nos contre-exemples. Ouais, donc juste pour recadrer encore une fois sur ce sujet, les programmes de conformité, que ce soit des programmes de conformité à Sapin 2 d'ailleurs ou à d'autres problématiques réglementaires, il y a toujours un volet formation qui est très important. Encore une fois, que ce soit sur l'anticorruption ou sur l'antitrust ou sur le RGPD par exemple, vous allez toujours trouver dans la loi cette problématique de la formation. Alors, il y a énormément d'écueils à éviter sur cette thématique, j'en ai sélectionné 2. Est-ce qu'on peut aller sur le premier, s'il te plaît? Merci. Alors, avant de vous expliquer la courbe, vous l'avez peut-être déjà vu, mais je vais vous raconter une petite anecdote sur ce sujet-là. Donc moi, depuis 2017, j'ai fait des centaines de formations dédiées à Sapin 2, tous les formats possibles en France, à l'international, des amphis, des comex, etc. Et j'ai eu une seule fois l'occasion de revenir dans une société pour faire 2 ans après une formation que j'avais faite. Alors je vais vous raconter la petite histoire. Donc ce travail pour une banque française. Voilà, la directrice générale de la banque m'appelle il y a quelques années de ça. Elle me dit, bah, Frédéric, ça serait bien que tu viennes former notre COMEX et nos CODIR. Ils ont plusieurs CODIR, une organisation assez compliquée, à cette problématique de la loi Sapin 2 et de la corruption. Super, avec plaisir. Donc on fait les sessions, je dois faire, je sais pas, une douzaine à peu près de sessions de formation auprès de publics différents. Les retours sont très positifs, c'est des sessions qui durent 2 heures. Voilà, ça se passe très bien, RAS. Et puis 2 ans après, je reçois un coup de fil donc, de la directrice générale de cette banque qui dit, bah tiens Frédéric, ça serait bien que tu reviennes, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont changé dans notre COMEX, dans notre CODIR. Et puis par ailleurs, tu n'avais pas trop mis l'accent il y a 2 ans sur les problématiques de conflit d'intérêts ou de lobbying, et j'aimerais bien que tu mettes davantage l'accent sur cette thématique-là. Et moi, je me suis dit, super. Alors déjà, on est toujours content de revoir un client qui revient. Et je me dis, super, ça va me permettre de voir de quoi les gens se souviennent. Croyez-moi ou pas, 90% des gens ne se souvenaient pas de ma tête. Ils ne se souvenaient pas de m'avoir vu. Donc, je vous raconte même pas le contenu de ce que j'avais dit, quoi. Ils ne se souvenaient même pas de la définition, par exemple, pourtant simplifiée, que je leur proposais de la corruption. Alors ça, c'est ce qui est illustré par la courbe que vous voyez ici. Alors ça apporte un nom, ça s'appelle la courbe de l'oubli ou la courbe d'Ebbinghaus, qui est un des premiers scientifiques qui s'est d'ailleurs auto-testé, qui a voulu évaluer de quoi il se souvenait quand il apprenait quelque chose. Et en fait, si vous faites rien, notamment si vous ne faites pas ce qu'on appelle des petites piqûres de rappel, ou un peu plus scientifiquement des rappels mnésiques, bah, ce qui se passe, c'est que vous voyez, vous êtes sur la courbe bleue. C'est la vitesse à laquelle vous allez oublier l'information qu'on vous a communiquée. C'est assez indépendant de qui vous êtes. Hein, ça concerne à peu près tout le monde. Donc en gros, si vous n'êtes pas hypermnésique, ça baisse très vite. Le meilleur moyen, alors il y a plusieurs techniques pour éviter ça. Le meilleur moyen, c'est donc le fameux rappel mnésique. C'est ce qui est illustré sur les courbes qui sont à droite. C'est en gros, vous faites des petites piqûres de rappel à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, sous forme de QCM, sous forme de jeu, enfin qu'importe. Vous refaites des sessions de formation. Mais en fait, si vous ne répétez pas, ça ne fonctionne pas. Alors d'autant plus que moi, je travaille sur des sujets qui sont normalement, heureusement, pas le quotidien des gens. Hein. Je ne suis pas en train de les former à un ERP qu'ils vont utiliser au quotidien. Je suis en train de les former à la corruption. Normalement, sauf exception dans certains secteurs d'activité, c'est pas censé être quelque chose de fréquent. Donc le taux d'oubli va vraiment être très rapide. Et quand je propose à mes clients de dire, moi j'ai des banques de QCM, j'ai tout un tas d'outils qui peuvent vous aider à faire ces petites piqûres de rappel, en général, à votre avis, la réponse c'est quoi par rapport à ça? Est-ce que ça vous dirait de déployer ces petites piqûres de rappel? Combien ça coûte? Non. C'est pas le premier truc qu'on me sort. Ça pourrait, mais c'est pas ça. Non, le premier truc qu'on me dit, c'est Frédéric, c'est scolaire. Je dis ok, dont acte. Moi, j'ai 45 ans. J'ai dû arrêter de réviser mes tables de multiplication. Je devais avoir, je sais pas, 6, 7 ans, 7 ans, 8 ans. Je m'en souviens encore. La répétition, ça marche. Je vois ma fille, pendant 3 ans, elle s'est tapée sa table de multiplication. Bon, c'est ancré pour la vie. On l'espère. C'est le même principe. Hein. C'est-à-dire que si on fonctionne quand même à peu près pareil à ce niveau-là, si vous ne faites pas ces piqûres de rappel, les gens vont tout oublier. Et vos efforts de formation, l'argent que vous avez mis dans vos actions de formation, va pas être très optimisé, quoi. Donc, il faut faire les piqûres. C'est pas très rigolo, c'est pas très sexy, mais c'est indispensable. Alors, pour les personnes à l'initiative de l'implantation de la loi Sapin 2 et des outils, il y a des enjeux qui sont très forts. Dans le mental, on se dit que l'intégralité de l'organigramme est concernée et du coup, la formation est extrêmement importante. En réalité, alors la formation va passer par les outils type Customer Success Manager. Le commercial va faire une formation et ce ne sera pas suffisant. C'est ce que vient de dire Frédéric.
Du coup, on pousse un petit peu plus loin et on va aider du coup à la mise en place d'un process en interne. Donc faire le lien directement avec ce qui a été écrit, ce qui a été rédigé dans la cartographie des risques, dans la pensée des gens. Donc on va appuyer là-dessus. On fait la mise à disposition de guides utilisateurs. Ça permet d'avoir un pense-bête, d'aller rechercher de l'information quand on se sent un petit peu perdu. Et tout au long de l'année, faire des rappels sur les bonnes pratiques d'utilisation. Alors, ça va être par un pop-up, ça va être par un mail, ça va être par de différentes façons, simplement pour rafraîchir un peu l'idée en disant, il y a eu cette formation, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Et est-ce qu'il faut poursuivre, relancer, refaire? Et comment faire? Et en principe, ce qui est très apprécié, c'est que la première fois, on va accompagner le client donc dans la démarche. Alors, c'est pas pour faire oui ou non, c'est pas valider ou invalider. Par contre, l'idée, c'est de faciliter l'utilisation en donnant des tips, en donnant des raccourcis, en vous montrant comment on fait remonter une information très facilement. Et c'est dans ce type de formation qu'on aide à la prise en main. Et plus on utilise, plus c'est facile d'utiliser. Donc, comme l'utilisation n'est pas tous les jours, le fait de donner ces petits tips permet justement aux utilisateurs de plus utiliser, de mieux utiliser et du coup de rassurer les personnes en charge à Mm. l'initiative par contre de la loi Sapin 2. Et du coup, ça facilite tout ça. Dernièrement, il y a un centre d'aide et des vidéos tutos. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tout le temps à l'aise pour aller demander ou alors c'est pas forcément le bon moment. Et les vidéos tutos, de la même façon, comme le guide d'utilisateur, permettent de revoir, de revalider un point et du coup de traiter l'information. Deuxième thème et avant-dernier thème, c'est celui de la due diligence. Toujours sur cette thématique des contre-exemples en matière de due diligence mal réalisée ou insuffisante auprès de tiers. Frédéric, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Oui, alors pareil, Éviter. pas mal d'écueils à éviter. On a fait une petite sélection sur cette problématique de l'évaluation des tiers, dont rappelle Sapin 2, obligation d'évaluation de l'intégrité alors, d'un certain nombre de tiers. Dans la loi, c'est clients, fournisseurs de premier rang, intermédiaires commerciaux. Dans les recommandations de l'Agence française anticorruption, c'est bien plus large. Ça peut être des associations, ça peut être des partenaires dans des JV, ça peut être des vendeurs d'une société que vous achetez. Donc tout tiers qui peut présenter un risque de corruption. Alors dans les écueils que je vois, il y en a deux que je voulais partager avec vous. Le premier, il est lié au fait de ne pas formaliser les critères de go, no go. Alors ça veut dire quoi concrètement? C'est tout simple. Dans le meilleur des cas, j'ai des clients qui ont identifié les tiers qui présentaient un risque, agents, fournisseurs, clients, prospects, etc. Ils les ont classés. Ils ont déterminé des méthodes d'évaluation qui peuvent impliquer l'utilisation d'outils comme InfoLégal en disant voilà, sur la base de l'analyse des risques, je considère que ce tiers-là doit faire l'objet d'un screen en utilisant une base de données. Ok, c'est une partie du travail qui a été faite, mais une fois qu'on a fait ça, j'y vais pas, et sur quelle base je décide d'y aller ou de ne pas y aller. Et là, souvent, problème. J'ai des critères de décision qui sont peu ou pas formalisés. Alors là, on vous a donné des exemples ici de quelques critères, ce qu'on appelle des showstoppers. Donc, ça veut dire que s'il y a un de ces critères qui est présent, ça veut dire qu'en général, le tiers en question, vous n'allez pas vous poser trop d'autres questions, vous n'allez pas rentrer en relation commerciale avec lui. Je vous prends le cas typique, on vous impose un agent intermédiaire dans une relation commerciale. Alors déjà, rien que le fait qu'on vous impose, il y a des gens qui disent on ne fait pas. Ou ça va être, tiens, ce tiers, agent commercial, il est personnalité politiquement exposée, ou on va le payer sur un compte bancaire qui n'est pas son pays de résidence fiscale. Bon, ça, chez pas mal de mes clients, ça pourrait être un showstopper, mais ce n'est pas forcément formalisé comme tel. Résultat et conséquence, c'est quoi? C'est que j'ai un processus qui est appliqué, mais qui n'est pas discriminant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai 3000 fournisseurs qui sont passés dans la moulinette. J'en ai rejeté aucun. Alors, deux scénarios, c'est soit j'ai de la chance et effectivement, je travaille avec des gens qui présentent aucun risque. Si je prends l'exemple des 3000 fournisseurs et que j'ai la moitié de ces fournisseurs qui sont dans des pays avec des classements Transparency International à plus de 90, c'est-à-dire des pays un peu compliqués, je vais me dire, peut-être que le process n'est pas assez discriminant. Parce que la probabilité qu'il y ait des problèmes est quand même assez élevée. Donc voilà, importance de formaliser des critères clairs de décision, à partir de quand on y va pas, parce que sinon vous engagez des moyens techniques, des moyens humains, et à la fin, votre processus en fait vous permet pas de rejeter des tiers, quelle que soit la nature de ces tiers. Donc ça, c'était un premier point. Peut-être, Bertrand, tu veux faire une petite parenthèse sur la production? En effet, c'est de plus en plus compliqué dans la vie de tous les jours pour récupérer les informations. On a aujourd'hui la chance
de conserver, nous, les droits de récupérer ces informations et de transmettre des données dessus. Il y a plusieurs moyens. Le registre des bénéficiaires effectifs, il était disponible en Europe pour tout le monde. Au fur et à mesure, le spectre s'est réduit. Il ne restait plus que la France. Et du coup, ça a été arrêté il y a maintenant un mois et demi. On a tout de même, et encore plus en France, la possibilité, au travers de différents documents, d'aller collecter ces informations. Alors, il y a les questionnaires qui peuvent être du déclaratif, mais on peut récupérer de l'information. Mais il y a aussi des collectes de documents, des achats de documents qui vont permettre d'aller récupérer ces informations. Donc, il y a plusieurs moyens différents pour collecter les bénéficiaires effectifs et pour faire les recherches qu'aujourd'hui on met à disposition au sein de la plateforme. Frédéric, je vois que tu veux compléter peut-être le propos de Bertrand. Oui, je veux bien faire un complément sur ce sujet parce qu'il est évidemment il est important. Effectivement, l'Union européenne a proclamé la fin de l'ouverture du registre des bénéficiaires effectifs dans les pays à compter du 31 juillet. Et notre profession garde les droits d'accès au registre des bénéficiaires effectifs. Nous pouvons en faire bénéficier nos clients, mais qui sont soit des entreprises assujetties, soit des entreprises qui sont présentes qui sont citées au code monétaire et financier. Voilà. À côté de ce registre des bénéficiaires effectifs, il y a également tout le travail, par exemple, qu'Infolégal peut faire de son côté et en marge du RBE pour aller collecter les informations. Tout à l'heure, je citais les groupes, les maisons mères, etc. Nous faisons ce travail jusqu'à remonter aux actionnaires personnes physiques des entreprises et des groupes. Ça représente aujourd'hui quasiment 4 millions de liens capitalistiques que nous avons. Et pour ça, nous épluchons surtout aujourd'hui les documents juridiques des entreprises de façon à avoir une information que l'on peut évoquer d'informations opposables aux tiers. Donc ça veut dire que ce n'est plus, comme on a pu le faire dans notre profession pendant longtemps, un coup de fil à l'entreprise pour déterminer quels étaient les actionnaires. Aujourd'hui, on se base quasiment uniquement sur des documents juridiques pour vous apporter une information la plus juste possible et qui engage finalement l'entreprise dans sa déclaration au niveau des documents juridiques. Merci pour la petite intermédiaire. Frédéric, est-ce que tu as fini ton propos? Frédéric Cordel. Ouais, il y a un autre, oui, pardon. Il y a un autre écueil sur les due deals qu'on voulait évoquer avec vous. Bon, ça fait quelques années que je revois des politiques et procédures d'entreprise liées à l'évaluation des tiers. Assez régulièrement, j'en discutais encore ce matin avec des avocats avec qui j'étais. Souvent, c'est pas rare que j'ai des documents de 15, 20, voire je crois que mon record est à 25 pages pour expliquer de Word, pour expliquer la procédure d'évaluation des tiers qu'a mis en place l'entreprise. Moi, j'ai développé un petit outil, vous envoyez un petit extrait là. De toute façon, les slides vous seront communiqués, mais c'est tout simple. Mais en gros, ça résume, on a un A4, la stratégie d'évaluation des tiers de l'entreprise. Vous avez l'ensemble des tiers concernés, le niveau de risque qu'il aurait rattaché, on leur explique pourquoi, les méthodes d'évaluation, les critères de décision, les showstoppers donc, que j'évoquais, qui est approbateur, qui est informé, etc. Et en gros, pourquoi je fais ça? Pour une raison toute simple, c'est tout simplement déjà en termes de communication interne dans l'entreprise, c'est quand même plus sympa que les 25 pages. Et deuxième chose, c'est si jamais vous êtes contrôlé, notamment par l'Agence française anticorruption, vous leur montrez ça. Ça leur permet extrêmement simplement, extrêmement rapidement de voir quelle est votre stratégie sur cette thématique-là. Voilà, c'était juste un point de... Pas tant de détails que ça d'ailleurs, mais plus pour faciliter un peu l'adhésion. Parce que ce n'est pas forcément des processus qui sont toujours faciles à mettre en œuvre. Si en plus on les rédige en 25 pages, on ne facilite pas la vie des utilisateurs finaux. Bertrand, quels autres critères attendent le marché? On a parlé pas mal des bénéficiaires effectifs. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont attendus aujourd'hui? Principalement, ce qui est attendu, c'est d'avoir la mise à disposition d'un outil simple qui répond aux attentes du régulateur. Donc ça, c'est la grande ligne qui permet de répondre au marché. Là-dedans, on va retrouver différentes informations, type avoir l'interprétation simple et lisible au travers d'un score de risque. Donc la mise en avant d'un score qui permet de prendre des décisions rapidement avec un score simple d'interprétation, avec un contenu extrêmement complet et complexe interprété.
Une autre demande, c'est de faire du travail en masse, donc sur les sociétés du monde entier. Vous avez aujourd'hui, quand on attaque sur le sujet, alors normalement c'est fait, mais si on rattaque sur le sujet, un import de fournisseurs, vous en avez 100, 500 ou 1000, et le but c'est de mettre une base directement dans la machine, de faire mouliner et d'avoir une restitution complète. Encore une fois, pour avoir une lisibilité simple. Les restitutions complètes sous un seul portail. On en parle beaucoup, c'est un sujet de la table ronde, c'est des sujets et des demandes du marché régulièrement. On en a parlé de la solvabilité, puisque ça vient du tout interférer dans la loi Sapin 2. Une société en procédure collective est considérée comme plus facilement corruptible. Donc c'est un élément de l'information. La fraude, pareil. Et en fait, plus vous avez des informations, plus la restitution est complète et facilement interprétable. Donc, un outil qui reprend une multitude d'informations pour des prises de décision faciles. L'automatisation, le fait d'automatiser différents systèmes et différents process va vous permettre de faire évoluer votre portefeuille fournisseur et d'avoir un suivi simple. Là-dessus, et je reprends ce que Frédéric disait, l'automatisation va vous permettre de faire varier sur le go et no-go. Quand est-ce qu'on y va, quand est-ce qu'on n'y va pas. On met cette automatisation pour donner des indicateurs et pour avoir de l'information push qui va nous dire si oui ou non on continue ou pas. Et enfin, dernièrement, la data visualisation, c'est au moment de la prise de décision d'avoir toutes ces informations qui sont historisées. Alors, les workflows, on en a parlé tout à l'heure, c'est d'avoir un suivi des décisions d'il y a 1 an, 2 ans ou 6 mois, d'avoir un suivi des variations et d'avoir un suivi de pourquoi on travaille avec, ou alors d'ailleurs pourquoi on l'a refusé. C'est plus rare, mais le but est important de le savoir. Et si c'est N+1, N+2, N-1, c'est de conserver toutes ces informations-là pour avoir au bon moment la bonne information. Merci. On passe du coup à la dernière thématique, c'est celui du pilotage du programme de conformité Sapin 2. Frédéric, toujours ces écueils, ces contre-exemples à ne pas reproduire. Ouais. Alors, je vous ai cité, je voulais vous en parler de 2, mais je dis finalement, le premier problème, c'est souvent de ne pas avoir de pilotage. Bon, je vous en parlais rapidement, mais parce que c'est pas ce qui est dans le slide, mais là, je vous montre le best case scénario où on a des indicateurs de pilotage. Le premier problème en général que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de pilotage. C'est-à-dire que les gens vont mettre en place des procédures, et puis moi, quand je reviens 6 mois, 1 an après, en leur disant bah, est-ce que vous les avez mis en œuvre, est-ce que vous savez si les procédures que vous avez définies sont bien appliquées, en général, c'est non, on ne sait pas. Donc, ceci étant dit, 2 choses importantes. Donc, dans l'hypothèse où l'entreprise a mis en place des actions de pilotage de ses programmes de conformité à la loi Sapin 2, 2 petits écueils sur lesquels je voulais attirer votre attention. Le premier, c'est la confusion assez fréquente entre les indicateurs de mise en œuvre et les indicateurs d'efficacité. Moi, quand je demande à des comités de direction, à des COMEX, est-ce que vous êtes destinataire d'indicateurs d'efficacité de vos programmes de conformité à Sapin 2 ? J'ai des gens, des fois, qui me répondent bah oui, on a un petit tableau qu'on reçoit tous les 6 mois ou tous les trimestres qui montre un peu où est-ce qu'on en est. J'ai OK, il montre quoi ce petit tableau ? On doit avoir un code de conduite, on a un code de conduite, on doit avoir une procédure d'alerte, on a une procédure d'alerte, on doit avoir une procédure de due deal, c'est en cours, on est en train de travailler dessus. Voilà le type d'indicateur d'efficacité qu'on a à disposition. Je dis ah non, ça c'est des indicateurs de mise en œuvre. Ça vous dit juste si oui ou non vous avez mis en place toutes les briques d'un programme de conformité. Ça ne vous dit pas si ça marche. C'est très différent. OK, moi j'ai typiquement des clients qui ont des procédures alertes depuis 5 ans dans des groupes de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes. Ils m'ont dit OK, on a mis en place une procédure d'alerte. Moi, la question que j'ai posée, c'est OK, vous avez eu combien d'alertes ces 5 dernières années ? Aucune. Sur une boîte de 50 000 personnes, vous avez peut-être un problème. C'est soit les gens ne connaissent pas le dispositif et ou ils n'ont pas confiance dans le dispositif. Mais quand vous mettez, on a coché la case et vous me dites que vous mesurez l'efficacité, non, vous mesurez la mise en œuvre. Autre écueil assez fréquent que je peux voir sur les indicateurs de pilotage, c'est une petite confusion dans les objectifs. Je vous parlais de la formation tout à l'heure. Le cas typique, c'est encore une fois, tiens, je devais former telle et telle personne dans la société qui ont été identifiées comme étant à risque et donc étant à former. J'ai atteint 95% des personnes que je devais former, donc je suis plutôt pas mal. Je fais OK, et toujours pareil, vous mesurez quoi ? En fait, ma conformité à la loi. Enfin non, l'efficacité de mon processus d'onboarding et de formation. Je fais non, vous mesurez la conformité par rapport à la loi. C'est pas la même chose.
La loi vous dit que vous devez former les personnes les plus à risque, vous les avez formées. Ce qui est intéressant, c'est quelle est l'efficacité de vos formations. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'on a mesuré ou pas, via des quiz par exemple, tous les 3 mois, 6 mois, si les gens ont retenu quelque chose des formations qu'on a dispensées. Et en faisant ça, vous mesurez effectivement l'efficacité de votre formation. Et les gens se trompent assez régulièrement sur les objectifs. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de couples indicateurs objectifs pour différents thèmes de la loi, voilà, qui montrent que, bah oui, en fonction de ce qu'on mesure, il faut bien comprendre quel est l'objectif poursuivi, ce qui n'est pas toujours évident. Ouais, Bertrand, peut-être comment est-ce que tu facilites les mises en pilotage auprès de tes clients aujourd'hui? Alors, l'idée, c'est de confronter ce qui a été fait par rapport à ce qui a été décidé initialement. Donc, les deux, ça va permettre d'évaluer où est-ce qu'on se situe par rapport à ce qui a été décidé. Deuxièmement, on va mettre en place des pilotages au travers de KPI. Le but, c'est de suivre tout ce qui a été fait et de quantifier tout ce qui a pu être fait. Si jamais c'est plus difficile au travers des KPI, on met un audit de pilotage en place. L'audit de pilotage au travers des filtres sur lesquels vous allez pouvoir faire des suivis par rapport à des dates de screening, par rapport à des évaluations, par rapport à des niveaux de risque. Vous allez pouvoir affiner et faire des recherches en fonction de ce que vous recherchez et des derniers screenings, des dernières évaluations qui ont eu lieu. La mise en place du suivi, le suivi, c'est relativement simple. C'est encore une fois se faciliter la tâche en mettant sous surveillance les sociétés pour recevoir la donnée. Et quand vous recevez la donnée, vous allez avoir toutes les informations qui vont faire varier le score, alors en positif ou négatif, mais qui vont faire varier le score de conformité. Donc ça permet d'avoir un suivi, premièrement en alerte et deuxièmement de faire varier au sein de l'audit. Le taux d'usage, un administrateur au sein d'une société va pouvoir non pas contrôler, mais suivre les utilisateurs et de voir si justement il y a eu des consultations lors d'entrée en relation, lors d'attribution de marché, des téléchargements de rapports, des suivis d'entreprise. Et tous ces indicateurs vont vous permettre de voir si la solution est utilisée et surtout s'il y a une réelle sensibilisation à ces attributions de marché ou autres. Enfin, l'idée, c'est toujours, après l'entrée en relation, c'est de faire des mises à jour tous les 3, 6 mois, 12 mois du marché. Il y a des obligations de conserver 5 ans les rapports sur les sociétés. Vous avez aussi, alors c'est fait, bien entendu, et après, vous avez des mises à jour à faire régulièrement, puisque potentiellement, vous ne travaillez plus avec une autre société et le marché a été attribué à une autre. Et du coup, vous venez intégrer cette société qui vient enrichir votre audit et vous pilotez l'intégralité de ces nouvelles sociétés aussi. Merci. Bon, peut-être procéder différemment avec un vote à main levée. Est-ce qu'il y en a qui ont mis en place des indicateurs pour suivre leur dispositif en interne? C'est super important en cas de contrôle de l'Agence française anticorruption parce que c'est ce qui, à mon sens, va leur permettre de déterminer si oui ou non vos programmes de conformité sont vivants. Si vous leur donnez des papiers, code de conduite, procédure d'alerte, mais que derrière vous n'êtes pas en capacité à montrer que ces dispositifs-là, ils sont animés, ils sont vivants, ils pourraient considérer que vous avez produit une conformité purement formelle, ce qui est assez dangereux. Parce qu'ils ont plutôt tendance à considérer que ça crée de l'insécurité. Oui, France, si vous ne respectez pas la loi Sapin 2, si vous y êtes soumis à ce fameux texte, vous avez une première sanction potentielle théorique en cas de contrôle de l'AFA qui conclurait que si vous êtes très peu diligent sur cette thématique-là, sanction théorique qui est 200 000 € pour le dirigeant personne physique et 1 million d'euros pour la personne morale. Ça, c'est en cas de défaut, en cas de manque de diligence. On ne parle pas de cas de corruption avérée. C'est juste vous devez mettre en place ces dispositifs-là. Ils considèrent que vous n'êtes pas du tout en ligne. Ils ont ce pouvoir de sanction-là qu'ils ont, à date, pas utilisé. Le gros sujet, par contre, pour moi, de la mise en place des programmes de conformité, c'est plus dans votre capacité derrière à négocier potentiellement avec les autorités judiciaires si jamais, par malheur, vous avez un cas de corruption avéré dans votre entreprise et qui a, par exemple, intéressé le parquet national financier. Parce que là, si vous rentrez dans une discussion type convention judiciaire d'intérêt public, ce que les juges vont regarder, c'est quelle est la crédibilité de votre programme de conformité. Et s'ils considèrent que vous avez été globalement diligent sur cette problématique-là, que vous n'avez pas fait, encore une fois, de la conformité de papier, mais que vous avez, comme vous le dites très justement, rempli votre obligation de moyens,
vous allez pouvoir, entre guillemets, alors je prends des guillemets, mais négocier le montant de l'amende. Quand vous prenez des prunes à 250 millions d'euros, si vous gagnez 4-5 millions d'euros, vous avez vite rentabilisé votre programme de mise en conformité. C'est pas neutre. Et c'est la seule assurance, entre guillemets, dont vous disposez, parce que dans les entreprises, quand on a un risque qui est avec un impact très fort et une probabilité d'occurrence qui est très faible, en général, les mécanismes utilisés pour les gérer, c'est des mécanismes de transfert et principalement des mécanismes assurantiels. Là, risque pénal, il n'est pas transférable. Donc, votre seul meilleur moyen de le limiter, c'est d'investir dans ces programmes. Voilà. Et après, pour reprendre, ce que vous pouvez aussi économiser, c'est éventuellement du monitoring, puisque dans les sanctions possibles, au-delà des sanctions que j'ai déjà évoquées, vous pouvez, alors là, en cas de corruption avérée notamment, avoir des programmes de monitoring, c'est-à-dire avoir une espèce de tuteur, de superviseur qui va vérifier sur une période maximale de 5 ans, en général, c'est les avocats qui font ça, que vous avez bien mis en place des actions de progrès dans votre programme de conformité. On vous l'impose et c'est vous qui le payez. En général, ça coûte très cher. Donc, encore une fois, plus vous avez été diligent en amont, plus vous économisez de l'argent après. Bon, et puis ça, c'est le contexte franco-français. Mais si vous êtes une boîte qui est présente aux États-Unis et qu'un jour, il y a le DOJ américain qui débarque, là, les risques sont encore différents. Et la mise en place de ces programmes-là peut potentiellement vous permettre, au-delà des montants des amendes qui peuvent être extrêmement élevés, d'aller en prison, quoi. Parce que là, pour le coup, il y a un vrai risque d'emprisonnement. Bertrand, tu voulais ajouter quelque chose? Je parle pas d'amende et de peine de prison. Si vous n'êtes, si rien n'a été fait, et c'est du réel, c'est ce que j'ai déjà vu. Si rien n'a été fait, pour la faire très courte, c'est au moins 2 ans de galère, d'avocat, de travail, de récupération d'informations, et vous avez des gens dans les locaux. Alors, hormis le fait que ça va vous prendre beaucoup de temps, c'est une vraie perte d'énergie pour tout le monde. Et cette énergie, on en a potentiellement besoin sur d'autres postes qui sont plus importants que de donner de l'information pour s'éviter une amende. Si jamais le travail a été fait et qu'il a été fait à 50, 70, 80, 95%, le régulateur donne beaucoup d'indications pour parfaire ce qui a déjà été fait. Et ils sont plutôt conciliants, c'est un peu comme la loi montagne. Vous deviez mettre des pneus neige, finalement on repousse, finalement peut-être, et puis après on verra, et maintenant vous mettez des chaînes dans votre coffre, ça suffit. Ils font la même chose, ils viennent vous aider pour rectifier le tir et pour être conforme à ce qu'ils attendent en tant que régulateur. Donc il y a vraiment, pour l'investissement et pour le contrôle qu'il va y avoir, et je dis 2 ans, et c'est dans les cas que j'ai vus, c'était un peu plus. Merci Bertrand. Alors, juste, si on peut retenir finalement quelque chose de cette table ronde, c'est qu'effectivement, on a balayé beaucoup d'erreurs à ne pas reproduire, mais finalement, notes positives, elles sont évitables. Et en tout cas, vous allez pouvoir également approfondir aussi tous ces sujets avec nos intervenants. Il reste également à l'afterwork de tout à l'heure. Donc, merci à tous les deux pour vos interventions. Merci à vous. Et à tous pour vos questions. Beaucoup. Merci pour votre écoute. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode pour aborder les sujets liés à la RSE. Comment initier une politique RSE pour créer un cercle vertueux au sein de la chaîne de valeur. En attendant, si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet infolegal.fr.